Bonjour et bienvenue dans notre podcast Santé mentale au taf, on en parle. Je suis Sophie Lafly. Et moi, Catherine Follietta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important et qui touche plus de monde qu'on ne le pense, la dépression. Il vous est peut-être déjà arrivé de dire « je me sens un peu déprimée ces temps ». Mais entre un petit coup de mou, une déprime passagère et une vraie dépression, il y a des différences importantes. Alors comment savoir de quoi on parle ? Et à quel moment cela devient un problème de santé mentale ? Une déprime ou un coup de blues, c'est une tristesse passagère, souvent liée à un événement. Une dispute, un échec, une grosse fatigue. On se sent un peu triste, on a moins d'énergie ou de motivation. Mais ça dure quelques jours et on continue à fonctionner, aller au travail, s'occuper de sa famille, faire ce que l'on a à faire. La dépression, qu'on appelle aussi épisode dépressif, est une maladie psychique. Elle fait partie de ce qu'on appelle les troubles de l'humeur et elle va bien plus loin qu'une simple déprime. Un épisode dépressif dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et les symptômes sont plus nombreux et plus forts. Parmi eux, on retrouve une tristesse profonde, une perte d'envie ou de plaisir, des troubles du sommeil, une fatigue importante, un sentiment de culpabilité ou de dévalorisation, des difficultés à se concentrer et parfois même des idées noires. Dans ces moments-là, le quotidien devient très difficile. Se lever, se laver, aller travailler ou simplement faire les choses habituelles, tout peut sembler insurmontable. Vous l'avez compris, la dépression peut être très lourde à vivre et empêcher une personne de fonctionner normalement. C'est pourquoi il est important de demander de l'aide. Un accompagnement par un professionnel de la santé est souvent nécessaire et parfois un traitement peut aider en complément. Bien sûr, chaque personne vit la dépression à sa manière. Les symptômes ne sont pas toujours les mêmes et les chemins pour aller mieux sont différents pour chacun. Aujourd'hui, on accueille Marco. Il a accepté de nous partager son histoire avec beaucoup de sincérité. Cadre dans l'industrie, sans antécédent de problèmes de santé mentale, il a peu à peu glissé dans un épisode dépressif sévère. Grâce notamment à l'accompagnement de l'assurance invalidité et avec du temps, il a pu retrouver un nouvel équilibre. Vous allez découvrir un témoignage fort, honnête et profondément humain. J'ai de la chance d'accueillir aujourd'hui Marco et sa conseillère Sandra. Bienvenue. Bonjour Sophie, merci. Bonjour Sophie. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, donc je m'appelle Marco, j'ai 55 ans, j'ai un parcours de vie, on va dire, normal, familial, chien, maison et tout ce qui va avec, donc une vie normale, professionnellement normale. Vous avez plutôt travaillé dans le domaine de l'industrie ? Exactement, donc j'étais cadre dans un milieu industriel, environ 25 ans de management. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la période où vous avez commencé à être moins bien, à ressentir des difficultés au niveau de votre santé ? Les premières choses a été l'impression de devoir courir partout, essayer de bouchonner un peu l'impossible, tout faire et tout mal faire, le sommeil qui devenait de plus en plus léger, l'irritabilité aussi, beaucoup plus sur le vif, sur les nerfs, avec tout le monde, que ce soit sur le secteur privé ou professionnel. Il y a eu beaucoup de signaux, mais on se dit que c'est normal et on avance. Donc si je comprends bien, vous avez commencé à ressentir des difficultés plutôt dans l'humeur, ce qui fait que ça a engendré des difficultés au travail, des difficultés personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Tout. Tout et rien. Quelque part, ça se passait sans que je m'en rende compte. C'est clair que mon humeur a terriblement changé vis-à-vis des gens, vis-à-vis aussi de mon employeur, de mon industrie, de ce que j'avais donné pendant 25 ans de ma vie. Et le fait que je m'aperçoive que moi-même je change, j'ai préféré me retirer entre guillemets de la scène. Et en me retirant de la scène, ça a été le début un peu de mon isolement personnel qui a duré à peu près une année, on va dire. Donc pendant une année, vous êtes grosso modo resté chez vous ? Je me suis rasé quand même. Non, je prenais très peu soin de moi, donc ça c'est aussi un autre facteur qui est un signe. On ne s'apprêtait plus pour sortir, puisque je ne sortais pas de toute façon, mais
Il y a un tas de petits facteurs qui donnent des signes, mais on se dit que c'est normal. Les autres le font remarquer, hein. Mon ami me faisait remarquer que j'avais dû laisser aller. Je me rasais plus, je coupais plus les cheveux, ainsi de suite. Et à la longue, ben, on s'aperçoit qu'il y a un souci. Ouais. Il y a un gros souci. Pendant cette période, vous avez été accompagné par un professionnel de la santé mentale? Pas du tout, vous pensez, moi je suis fort, hein, je peux m'en sortir, j'ai besoin de personne. C'est les phrases que j'entendais un peu dans la tête qui me disaient ça, quelque part. Et, étant aussi très fier, il était difficile pour moi de demander de l'aide, ne serait-ce que psychiatrique ou même mon médecin de famille. Je n'ai jamais été une personne malade, hein. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes quand même tourné vers un professionnel de la santé? Vous avez été en arrêt de travail pendant une longue période. Cet arrêt de travail, il a été justifié par un médecin. Bah, disons que le médecin, lui, a porté un diagnostic, on va dire, je ne veux pas dire léger, mais je pense dans la mode, dans le terme. Donc, il avait parlé de burn-out au départ. Généralement, ben, on sait que le burn-out, c'est le cousin pas très éloigné de la dépression. C'est clair que j'étais plus dans la dépression que dans le burn-out. Donc, il y a quand même un professionnel qui parle de dépression avec vous. Bien sûr, Vous prenez une médication à ce moment-là? oui. Des anxiolytiques, des pastilles pour dormir, des médicaments. Moi qui n'avais pas du tout l'habitude, et à la limite, je trouvais ridicule les gens qui aient besoin de petites pastilles pour pouvoir rencontrer Morphée, par exemple. Donc c'était nouveau et en même temps effrayant, mais je pense qu'à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. Donc, si je comprends bien, une période voilà, vraiment difficile au niveau de votre santé. Il y a eu une demande à IS. Comment vous l'avez vécue? Cette période-là est très floue, hein, pour moi. J'arrive encore pas à mettre des dates ou de comment. Est-ce que c'était par courrier ou par téléphone? Alors, un peu comme une pression sur premier abord, c'est clair, parce qu'on se dit, ben, je suis vraiment réduit mal, quoi. Si même l'AI commence à me contacter, c'est que je suis mort, quoi. Je suis foutu. Je m'excuse, mais c'est la réalité. Donc je me suis dit que, waouh, c'est chaud. En réalité, non. Je pense que c'est bien qu'elle l'ait faite, parce que quand on est aussi bas, enfoncé, en retrait depuis plus d'une année, il est clair qu'on n'a pas la capacité de devoir se dire faut que je m'inscrive là, faut que je fasse ci ou faut que je fasse ça. Et donc, vous avez rencontré votre conseillère une première fois? Ah, mon premier ange. Oui, ma conseillère, ouais, Madame Ribeiro, donc je l'ai rencontrée une première fois. La toute première fois, j'ai complètement oublié. Je pense que j'étais vraiment dans une période très basse. Et puis, je pense que c'est à partir de la deuxième fois où j'ai vraiment vu que elle croyait en mes capacités. Sandra, quand vous avez rencontré Marco, peut-être pour la première fois, comment ça s'est passé? Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a eu plutôt un second entretien Oui. bien plus tard, finalement. Est-ce que vous pouvez nous raconter? La première fois que j'ai rencontré Marco, c'était, ça faisait à peu près 11 mois qu'il était en arrêt de travail. Et puis, je voulais le rencontrer pour connaître son état de santé, connaître son parcours professionnel et de voir si, à ce moment-là, c'était possible d'envisager des mesures de réinsertion. J'ai rencontré quelqu'un qui a presque pas me regardé, qui était très discret, qui répondait à mes questions, mais que n'exprimait pas beaucoup de choses. Et je voyais qu'il y avait une énorme souffrance, mais je voyais aussi une grande dignité à ne pas se plaindre. À la fin de l'entretien, je me suis dit, c'est pas possible de mettre en place des mesures actuellement. Il y a trop de souffrance, les symptômes du trouble de l'humour, ils sont trop présents. Et puis, je me suis renseignée à un niveau médical. Effectivement, ce n'était pas le moment pour mettre en place des mesures. J'ai attendu qu'on puisse
que son état de santé s'améliore. Et puis, j'ai reçu le dossier presque une année après, avec des informations que Marco allait un peu mieux, mais qu'il était encore extrêmement fragilisé. Et puis, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'effectivement, il était tout le temps à la maison, dans sa chambre, isolé, qu'il fouillait les personnes et puis qu'il n'avait pas envie il ne faisait rien dans ses journées. Alors, à ce moment-là, ce que je lui ai proposé, c'était des mesures de réinsertion. Effectivement, l'objectif, c'était que Marco puisse sortir de la maison, qu'il puisse avoir une structure dans sa journée, dans sa semaine, et puis le sortir de l'isolement social. C'est réussi. C'est fortement réussi. C'est clair que cette période-là, quand on dit j'allais mieux, c'est que je sortais de ma chambre pour aller arriver à la cuisine. Donc c'était ça le mieux à cette période. Il y a une question de timing qui est très importante. Énormément. Plusieurs personnes sont intervenues l'une après l'autre avec un regard qui était très empathique, très compréhensif et qui ont su valoriser peut-être le peu d'estime qui restait. J'étais aussi auprès d'un centre d'observation. Et le fait de devoir y aller 2 heures par jour, ne serait-ce que 2 heures par jour, ça m'obligeait à sortir de chez moi, donc à me préparer, à me déplacer, à rencontrer du monde, à devoir dire à nouveau bonjour, au revoir, bon appétit. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on oublie quand on s'isole pendant une longue période. Et ça fait du bien. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui m'avait obligé de le faire. Je pouvais rester chez moi, personne ne m'obligeait à me dire non, il faut que tu te secoues, il faut que tu ailles 2 heures par jour parce qu'on a besoin de voir s'il reste encore quelque chose à faire de toi. Donc, quand on n'est pas dans cette obligation, quelque part, on se dit pourquoi bouger? C'est qui vous a obligé? C'est un peu tout, mais aussi ma conseillère, surtout. Elle vous a en tout cas fait une proposition. Oui. J'ai osé faire la proposition parce que c'était appuyé par un médecin. Sinon, je ne l'aurais pas osé. En même temps, j'avais aussi l'impression que vous avez envie de vous en sortir, que vous avez envie de reprendre votre vie en main et retourner à être indépendant. Parce que vous m'avez dit plusieurs fois, depuis très tôt, je suis autonome, je m'assume et c'est très difficile pour moi de dépendre d'une entité, même si c'est l'AI, même si j'ai cotisé. J'ai beaucoup de mal avec cette situation. Si on revient un petit peu au parcours, donc ce que je comprends, c'est que vous avez bénéficié de mesures de réinsertion où l'objectif, c'est de reprendre progressivement un rythme. Vous êtes arrivé à... C'était quoi, une augmentation du taux d'activité? Comment ça s'est passé, cette période? Cette période a été, oui, par un taux d'augmentation. Ça, c'est vraiment ce qui est calculable. Après, il y a l'incalculable. L'incalculable, c'est quoi? C'est reprendre confiance en soi, en ses capacités, rétrospectivement sur mon métier, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimais de mon métier? C'était le savoir-faire, c'était l'être humain. Par contre, tout ce qui était performance, rendement et tout ça, c'était un peu les choses que je voulais plus revoir un peu dans ma vie future d'un emploi. Donc je me suis dit, il faut garder ce que tu aimes, Marco. Est-ce que vous savez faire? Est-ce que je sais faire? Donc je me suis basée sur les acquis. Un des éléments qui ont fait partie de la réussite du projet de Marco, c'est qu'il s'est basé sur ses connaissances préalables pour élaborer son projet professionnel, pour choisir un nouveau métier, et puis en tenant compte de son expérience passée. Et de ses fragilités aussi. Et aussi de ses fragilités, effectivement. Il a décidé ce qu'il ne voulait plus faire dans une vie professionnelle parce que ça ne correspondait plus à son état de santé. De faire du management avec un management, c'était pas, avec une particularité que c'était un management extrêmement compétitif et extrêmement orienté
rondement. Vous avez pu vous positionner sur un projet qui faisait qui était plus cohérent par rapport à là où vous étiez, à vos valeurs. C'est quoi ce projet finalement qui s'est dessiné? Comment il a pu se mettre en place? À la fin, c'est que je me suis dit, bon, ben, j'aime le job, j'aime l'être humain, on m'a aidé, avec ce que j'ai dans les mains, je peux aussi aider. Voilà, donc d'où mon choix, je suis actuellement formateur d'adultes. Sandra, comment est-ce que vous avez pu mettre en œuvre? Disons qu'il y avait un projet formateur d'adultes. Quelles ont été les mesures qui ont été mises en place pour que Marco puisse aller dans ce sens-là et puis valoriser des compétences? Au départ, il fallait trouver un plan de formation qui soit un plan de formation pragmatique pour accompagner Marco dans cette réflexion. J'ai fait appel à une coach qui a permis d'accompagner Marco dans toutes les démarches de recherche d'informations concernant quels étaient les cours, les modules de formation qui étaient le plus adéquats par rapport aussi aux besoins des employeurs. Ensuite, la coach l'a accompagné aussi à trouver un stage. C'est une étape qui peut être fastidieuse et compliquée parce qu'il faut être persévérant et puis déterminé pour faire face à des refus. Et là, Marco, il a montré sa détermination parce que il savait ce qu'il voulait. Il était conscient de ce qu'elle était son projet. Il cherchait aussi, comme il a expliqué, un domaine où il pouvait apporter quelque chose aux autres. Et donc, ça faisait qu'il fallait aussi trouver des entreprises qui répondaient à ce besoin et à ses aspirations. J'ai quand même fait un parcours CFC en article 32, à mon âge, 53 ans. Me retrouver sur les bancs d'école avec des jeunes de 16 ans qui ont les dents aiguisées, qui sortent avec des formules magiques. Se retrouver là sur ces bancs-là, j'ai dit ok, premier jour, on transpire quand même. Puis après, petit à petit, ben, ces jeunes, ils sont pas... D'ailleurs, je les admire beaucoup parce qu'ils s'accrochent, mais ils sont très intelligents parce qu'ils se sont dit, ok, bon, nous, on peut lui apporter peut-être les transformations de formules, Pythagore et ces choses-là, sinus, cos algèbre et tout ce qu'il y a avec. Mais lui, il peut peut-être nous dire c'est quoi l'industrie, à quoi on va être confronté et tout. Et puis ça a commencé à se construire comme ça. Donc eux, ils m'aidaient sur les devoirs et moi, je les aidais sur les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'ils allaient voir ou pas voir. Voilà, ça c'était magique. Et puis c'est grâce à eux aussi que j'ai pu un soir de juin aller prendre mon CFC après la réussite en compagnie de mon ami, de la famille. C'est assez aberrant que les enfants viennent voir le papa qui prend le CFC. Ça devrait être l'inverse. C'était assez sympa. Donc, je vous avoue que c'était une soirée pleine d'émotions. Surtout aussi le fait de voir son nom sur la réussite d'un CFC. J'en ai pleuré. Ouais. Pas honte à le dire, j'en ai pleuré. Ouais. Ah, parce que c'était beaucoup d'investissement, beaucoup de travail aussi au regard de ce que vous aviez énormément. vécu. Donc, je remets le contexte, sortie obligatoire, donc pas de CFC. Même en article, j'ai dû refaire ma culture générale. Donc, culture générale, théorie, connaissances métiers, mathématiques et la pratique. Donc, ouais, c'était pas facile. Recommencer des études à un certain âge, c'est devoir remettre sur le tapis des choses qu'on a oubliées, quoi. Tout simplement comment fonctionner, comment enregistrer des mémoires techniques, des choses, et puis il faut faire avec ça, sans oublier encore tout le reste, qu'on se dit à ce moment-là, ok, je fais tout ça, mais si derrière l'employeur où je vais postuler, parce que enfin j'ai tous mes documents, enfin j'ai vraiment toutes les certifications, j'ai tous les prérequis, tout, et je suis juste jugé sur le fait que pendant X temps, je suis été, entre guillemets, trouble de l'humour, dépression et tout ce qui suit. Quelque part, c'était un échec pour moi. Justement, vous en êtes où maintenant, Marco? Tout va bien, j'ai vraiment une très très belle vie. Je pense que dans mon malheur, parce que c'est un malheur ce qui arrive, et puis tout le monde peut être confronté à ça,
c'est que je crois que ma vie actuelle est largement supérieure à mon passé. Et puis, j'aimerais juste reprendre une phrase que j'adore, que j'ai entendue, que j'ai lue et que je répète à l'éternité, c'est que je pense que le temps qui nous reste à vivre est beaucoup plus important que le temps qui s'est écoulé. J'ai un job qui me plaît comme formateur et actuellement, dans mon job, ayant passé tout ça et ayant cette fibre aussi, on va dire, sociale qui a grandi, je suis à fond. Je vais tous les matins avec grand plaisir. Je repars tous les soirs en me disant que j'ai bien fait mon job. Et je suis content d'avoir tenu à cet instant-là, aussi le support de la famille, parce qu'on est plein de doutes. Et la famille, quand elle vous dit, mais même si tu rates, tu auras tout fait, tu auras tout essayé, c'est pas grave, tu as quand même certaines valeurs et tout. Ne serait-ce que ces passages-là, ça donne l'envie de se dire, non, mais je vais y arriver, quoi. Je vais y arriver, je me le dois. Moi, je tiens à féliciter Marco parce que Marco, il a su saisir toutes les opportunités qui lui étaient présentées dans le cadre de l'assurance invalidité, c'est-à-dire les mesures de réinsertion, les mesures de formation théorique, les mesures de formation pratique. Il a su aussi tirer au maximum profit du soutien des maîtres socioprofessionnels au moment de la mesure de réinsertion qui ont su lancer des défis au moment où il était prêt et il les a saisis. Je tiens aussi à remercier Marco par sa communication. C'était quelqu'un qui a été toujours très sincère dans sa communication et clair. Donc ça m'a permis d'adapter mes objectifs et de le proposer un soutien adapté au moment où il en avait besoin, même si au début il ne s'est pas rendu compte. Mais c'était un vrai plaisir d'être à votre côté dans ce défi parce que vous avez été acteur de votre réinsertion professionnelle. Mais moi aussi, je tiens à vous remercier parce que la transparence que j'ai eue vis-à-vis de vous, vous l'avez entièrement eue vis-à-vis de moi. Vous m'aviez dit ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, ce qui était réalisable ou pas. Et je crois qu'on a besoin vraiment de savoir où on va, quand, comment et pourquoi. Et c'est ce qui compte. Merci beaucoup, Madame Rivero. Merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast. Merci. Merci, Sophie. Merci. Vous l'avez entendu, la dépression n'est pas qu'un passage à vide. C'est une maladie psychique, sérieuse, qui peut bouleverser le quotidien et toucher n'importe qui, à tout moment de la vie. Mais l'histoire de Marco nous rappelle aussi qu'il est possible d'aller mieux. En parallèle du suivi médical et du soutien de son entourage, l'accompagnement de l'assurance invalidité a joué un rôle central. Sa conseillère, Sandra, a été un repère tout au long de son parcours. Elle l'a écouté, accompagné dans ses démarches, aidé à garder un cadre et à avancer étape par étape. Avec son soutien, Marco a pu retrouver progressivement de l'énergie, de la confiance et un nouvel équilibre professionnel. On espère que ce témoignage vous aura donné des clés pour mieux comprendre la dépression, mais aussi pour voir l'importance de l'accompagnement, qu'il vienne de proches, de soignants ou de professionnels comme les conseillers et conseillères AI. Si vous traversez une période difficile, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à chercher de l'aide auprès des professionnels de la santé. Vous n'êtes pas seul. À très bientôt pour un prochain épisode.